Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Au micro, l'abbé Guillaume de Tanoirne pour cette nouvelle édition du Libre Journal de Chrétienté. Cette édition sera aussi variée que d'autres souvent, puisque nous allons d'abord commencer par poser la question de l'esclavage en remettant l'histoire à l'endroit avec Bernard Lugan. Il s'agit donc de la traite des Noirs en Afrique. Comment était-elle organisée? Qui était responsable? Qui était coupable? Il ne s'agit évidemment pas de dire que la traite atlantique et les Blancs qui s'y livraient n'ont aucune responsabilité, mais de dire que l'esclavage est une triste maladie de l'humanité et que, au fond, tout le monde en est plus ou moins responsable, ou voire coupable. C'est donc la première partie de notre émission avec Bernard Lugan, qui vient d'écrire un livre retentissant sur le sujet. Quand Bernard Lugan s'empare d'un sujet, il le quadrille littéralement et il n'y a plus moyen d'échapper à son raisonnement d'historien, d'africaniste. Je crois que vraiment son témoignage en vaut la peine. Bernard Lugan qui est au téléphone. Bernard, vous m'entendez? Oui, bonsoir monsieur l'abbé. Il faut encore que je mette le casque, mais ça va le faire. Allô? Oui, bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir et merci d'avoir accepté si vite de participer à cette émission. Vous devez avoir fait un livre qui va rencontrer un succès, ou rencontre déjà un succès retentissant, parce que tout le monde attend ce genre de mise au point. Oui, j'en suis déjà à la deuxième édition. Le livre est sorti il y a 15 jours et je suis obligé de rééditer parce qu'il est déjà épuisé. Oui, c'est un livre qui arrive au bon moment parce que c'est un livre qui fait le point global sur la question de l'esclavage. Je ne parle pas que de l'esclavage européen à destination de l'Afrique, je parle également de l'esclavage arabo-musulman qui s'est exercé à l'encontre des Européens, à l'encontre des populations berbères, à l'encontre des populations africaines. Je parle de l'esclavage interne à l'Afrique et je parle de l'esclavage atlantique, bien entendu. Donc je fais un bilan général et c'est, je dois dire, un outil de réfutation complet de la doxa. Voilà, et donc c'est, je pense, très important de vous le procurer, chers amis auditeurs. Je donne les coordonnées du livre une première fois, je les redonnerai. Donc Bernard Lugan a écrit « Esclavage, l'histoire à l'endroit » aux éditions de l'Afrique réelle, je pense. Oui, c'est un livre que j'auto-édite, que l'on peut se procurer très facilement en venant sur mon blog www.bernard-lugan.com, www.bernard-lugan.com, ou bien en le commandant à la revue à l'Afrique réelle, boîte postale 45, 42 360 à Panissières, P-A-N-I-2-S-I-E-R-E-S. Le livre est un livre qui est envoyé contre la somme de 32 €, colissimo compris. Le prix du livre est 25 €, mais il y a 7 € de transport avec le colissimo qui permet de garantir l'arrivée à bon port du livre. Alors ce livre, il faut pas le cacher, a une origine politique, en tout cas une indignation politique de votre part vis-à-vis de Christiane Taubira, je crois. Oui, c'est un livre que j'ai commencé à maturer, n'est-ce pas, à partir du moment où a été votée en 2001 la loi Taubira. La loi Taubira qui va marquer le début... Qui n'est pas la loi sur le mariage homosexuel. Non, mais c'est aussi catastrophique. C'est une loi qui va marquer le début de la mise en accusation d'une manière officielle du monde européen, du monde blanc en général. Alors une loi qui est votée et qui ne condamne qu'une seule traite, la traite européenne, et qui met totalement de côté la traite musulmane
Et Christiane Taubira, qui faisait de cette loi un outil politique, a été très franche dans ses explications, puisque dans l'Express du 4 mai... c'est renversant, cette phrase. Oui, dans l'Express du 4 mai 2006, donc je cite ma source, 4 mai 2006, elle dit si cette loi ne dénonce que la traite européenne et met de côté la traite arabo-musulmane, je cite, ouvrez les guillemets, afin que les jeunes Arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. Fin de citation. L'Express, 4 mai 2006. Donc c'est une loi politique, mais le plus extraordinaire, c'est que cette loi a été votée à l'unanimité par les députés pseudo-droite comprise. Il restait 80 députés dans l'hémicycle, je crois, pour voter. Et il y avait 80 députés dans l'hémicycle, les autres étaient partis lâchement vers d'agréables ailleurs, et cette loi donc a été votée à l'unanimité. Et ensuite, elle a été votée en seconde lecture. Donc, la représentation nationale française de l'époque, c'est complice de cette mise en accusation qui aujourd'hui explose d'une manière totalement surréaliste avec les campagnes qui sont menées depuis quelques semaines dans l'ensemble de l'Europe et aux États-Unis. Pour réécrire l'histoire et créer une sorte de nouvel antiracisme racialiste, finalement, indigéniste. Oh, oui, tout à fait. C'est le combat que mènent ceux qui s'appellent les indigénistes est un combat authentiquement raciste. Alors, ces gens qui nient l'existence des races, ces gens qui s'affirment antiracistes, sont totalement obsédés par le phénomène de la race. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est quand aux États-Unis, vous voyez ces manifestations qui se déroulent, ce sont souvent des Blancs qui manifestent, notamment dans les régions universitaires. Et quant aux populations noires, et quant aux leaders des populations noires qui manifestent, ce sont souvent des métis. Ce qui fait que ce sont des gens qui sont véritablement pris dans une contradiction psychanalytique, une moitié de leur être qui met en accusation leur autre moitié. Donc nous sommes dans un monde complètement surréaliste. Alors je dirais que vous les prenez au mot, puisqu'ils prétendent que l'histoire revisitée, ils sont allègrement révisionnistes d'une certaine façon sur leur sujet, que l'histoire revisitée doit amener à une mise en question des Blancs, du privilège blanc, comme ils disent. Au fond, vous les prenez au mot en disant l'histoire revisitée nous donne une vérité profonde de la condition humaine dans son ensemble, blanc, noir, arabo-musulman confondus finalement. Oui, puisque... Oui. Oui, je dirais même que l'esclavage a été pratiqué par toutes les sociétés depuis le début de la vie des hommes en société, n'est-ce pas ? Mais seulement, il y a une originalité qui est extraordinaire, c'est que les seuls qui l'aient aboli, ce sont les Blancs. Nulle part dans les autres sociétés esclavagistes, il n'y a eu d'abolition. Il n'y a pas eu d'abolition dans les sociétés esclavagistes asiatiques, africaines, amérindiennes, arabo-musulmanes. Et on avance un peu dans notre sujet. On avance un peu dans notre sujet, mais vous montrez bien que les Noirs qui s'enrichissaient de la traite étaient très mécontents de son abolition par les Blancs. Ils ne comprenaient plus rien. Oui, l'abolition va ruiner les États esclavagistes du littoral. Et c'est une des grandes nouveautés de mes travaux, en toute modestie, c'est de montrer que l'abolition qui va se produire grosso modo entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe, va provoquer un bouleversement total dans l'organisation des rapports de force à l'intérieur de l'Afrique. Je parle de l'Afrique au sud du Sahara, n'est-ce pas ? Parce que tous ces royaumes côtiers qui étaient en contact avec les Européens et qui faisaient que la vie économique et la vie politique dominante africaine était littorale, vont se retrouver ruinés du jour au lendemain au profit d'un nouvel ensemble qui va se créer au nord, au Sahel. Le Sahel qui avait été dominant jusqu'avant la découverte européenne, le Sahel qui devient
dans une phase de décadence à partir du moment où les Européens au XVIe siècle s'installent sur le littoral, et le Sahel qui va reprendre... C'est l'empire du Mali dont vous parlez avec la grande expansion qui va se faire avec les djihads du XIXe siècle, les grands djihads de Peul, qui vont être également les pourvoyeurs d'esclaves vers l'Afrique du Nord. Donc, un basculement complet qui va se faire, et l'abolition va bouleverser totalement les rapports de force interafricains au profit du Sahel et des mondes musulmans, aux dépens des mondes littoraux qui étaient tournés vers les Européens. Et ceci est fondamental. Alors, l'originalité de votre ouvrage et ce qu'il apporte, parce que vous ne faites pas seulement une sorte de vade-mecum du militant, Bernard Lugan, on attend mieux de vous, et ce qu'il apporte à la connaissance, ce qu'il apporte aux connaissances universitaires reçues, c'est une meilleure maîtrise de la traite interafricaine. Puisque Oui, j'étudie en fait les trois traites. J'étudie la traite interafricaine, j'étudie la traite arabo-musulmane et j'étudie la traite européenne. Et alors on peut peut-être essayer de résumer un petit peu ce bilan pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Alors la traite interafricaine, c'est une traite qui précède l'arrivée et des arabo-musulmans et des Européens. C'est une traite qui se fait à l'intérieur des populations africaines, et l'ensemble des peuples africains avant la colonisation étaient des peuples qui connaissaient d'une manière ou d'une autre l'esclavage. Les tribus étaient esclaves les unes des autres, vous voulez dire? Les tribus radiaient des esclaves chez les unes et chez les autres. Et il y avait des rapports de force qui s'établissaient avec des mises en servitude qui sont parfaitement étudiées. Le seul problème, c'est que nous ne pouvons pas quantifier. Nous n'avons pas de source, nous n'avons pas d'éléments, nous n'avons que des traditions orales. Ce que nous pouvons simplement dire, c'est que quand les arabo-musulmans arrivent et quand les Européens arrivent, la vente des esclaves, l'échange des esclaves, la capture des esclaves existe déjà, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Oui, ça c'est déjà un grand point important. Ce n'est pas les Européens qui ont inventé l'esclavage. Non, comme disait le grand Braudel, l'esclavage ne fut pas une invention diabolique de l'Europe. L'esclavage est une donnée profonde dans toutes les sociétés africaines. Nous en avons des exemples, mais considérables. Des zones sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, sur l'Afrique australe par exemple, le monde Zoulou, les mondes de Zimbabwe, etc., étaient des mondes qui connaissaient l'esclavage. En Afrique de l'Ouest également, puisque certaines tribus, avant l'arrivée des Européens, réduisaient d'autres tribus en esclavage pour l'exploitation des mines d'or, qui allaient alimenter le commerce transsaharien. Mais ceci est parfaitement connu. Donc lorsque l'on prétend que l'esclavage aurait été introduit de l'extérieur, c'est une hérésie scientifique. C'est très intéressant et important. Alors, au moment ce n'est pas au moment de l'arrivée des Occidentaux que les choses basculent, mais au moment de l'arrivée des musulmans au 8e siècle, dites-vous à peu près. Alors là, nous allons assister véritablement à un phénomène qui est totalement passé sous silence et qui est fondamental et qui est connu dans les traditions régionales sous le nom de la moisson berbère. La moisson berbère, de quoi s'agit-il? Eh bien, les conquérants venus d'Arabie vont s'abattre sur le monde berbère, c'est-à-dire sur l'Afrique du Nord berbère, c'est-à-dire Libye, Tunisie, Algérie, Maroc actuel. Et là, ils vont radier par centaines de milliers, notamment, surtout les femmes. C'est que les Berbères leur résistent pendant presque un siècle. Oui, les Berbères résistent pendant un siècle. Ça, je l'ai longuement développé dans mon histoire de l'Afrique du Nord que j'ai publié, mon gros livre là, de 1200 pages que j'ai publié il y a 3-4 ans. J'explique en détail la manière dont les Berbères ont résisté. Je l'ai également expliqué dans mon livre Histoire des Berbères. Donc, une très longue résistance berbère. Et cette résistance berbère va se faire à l'occasion de combats qui vont durer pendant un siècle. Mais les Berbères vont perdre. Et ils vont... Ils ont eu le dessus avant de perdre, dites-vous. Pardon? Ils ont eu le dessus avant de perdre à un moment.
Je veux dire que leur dessus, oui, leur résistance dessus, et finalement, bon, ils vont finir. Bon, refaisons pas cette histoire. Il faudrait une émission complète pour parler de ça. Disons qu'ils vont finir par perdre et ils vont être mis en dimitude par les arabo-musulmans. Et le principal produit des razzias, ce vont être les femmes. Car nous avons des textes, notamment nous avons les Ibn Khaldoun, etc., qui nous parlent des femmes berbères, les blondes, au teint de miel, etc. Et ces femmes vont être razziées par centaines de milliers sur les siècles pour partir alimenter les harems du monde oriental. Donc la première traite, ça va être ce qu'on appelle la moisson berbère, qui va s'exercer dans les premiers siècles de la conquête de la Berbérie, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord. Et puis ensuite, les Occidentaux, les Européens, vont être les maîtres maritimes de la Méditerranée. Et étant les maîtres maritimes de la Méditerranée, ils vont pouvoir organiser les croisades. Parce que si la croisade a tenu si longtemps, c'est parce que les Européens étaient les maîtres des mers. Or, un bouleversement va se produire à partir du moment où les Turcs vont réussir à franchir les détroits, vont prendre l'Empire byzantin, et les Turcs vont à ce moment-là devenir dominants maritimement en Méditerranée orientale. Alors à ce moment-là, la Méditerranée va devenir la mer de tous les dangers. Et à partir, disons, du XVIe siècle jusqu'à la conquête coloniale, jusqu'au XIXe siècle, la Méditerranée va être l'objet de razzias permanentes par les barbaresques. Alors, ces barbaresques sont soumis aux Turcs, non Alger ils sont pas tous soumis aux Turcs, parce que les Marocains qui ne sont pas soumis aux Turcs participent également à l'affaire. Donc, les grands ports de razzia d'esclaves vont être Tripoli, Tunis, Alger et Rabat Salé au Maroc. Alors, les trois premiers, plus ou moins dépendants des Turcs, les derniers non, puisque le Maroc a résisté aux Turcs et n'a jamais été conquis par les Turcs. Donc pendant plusieurs siècles, nous allons assister à deux types d'opérations de mise en esclavage des Européens. Soit des raids sur le littoral, les îles qui vont être razziées, les ports, etc., et les captures en mer. Les captures en mer qui vont se faire aux dépens de la navigation. Par exemple, je cite les chiffres de navires et de barques de pêche de Marseille qui sont enlevés en une décennie, par exemple. C'est tout à fait considérable. C'est par dizaines que ces navires sont enlevés. Ce qui fait que cette traite qui se fait aux dépens des Européens est une traite qui va transformer complètement les rapports tout autour de la Méditerranée. Donc le sud de la Méditerranée lance des raids sur le nord de la Méditerranée. Et il va falloir attendre la conquête coloniale pour que ceux-ci prennent fin. Quels étaient les pays européens principalement visés par les razzias et la moisson d'esclaves? Alors, les pays maritimes, ceux qui avaient des navigations, c'est-à-dire tous les pays européens exerçant un commerce en Méditerranée, aussi bien les Anglais que les Hollandais, les Français, etc. Et ceux qui étaient razziés directement, c'était les pays qui étaient au nord de la Méditerranée. Alors, les régions de l'Italie, ne parlons pas de la Grèce qui était complètement dominée par les Turcs, donc qui était sous un autre système, les pays de l'Adriatique, les pays de l'actuelle Italie, la France, les îles, la Corse, la Sardaigne, le littoral de l'Espagne, et jusque dans l'Atlantique, parce que les corsaires de Salé, au Maroc, vont lancer des raids jusqu'en Islande. Ils vont aller capturer des civils en Islande, notamment des femmes, des blondes et des rousses, qui étaient particulièrement recherchées par les possesseurs de harems au Moyen-Orient, et ces raids vont exister au XVIIIe siècle. Alors, est-ce qu'on a une idée de la quantité d'esclaves qui ont été ainsi razziés? C'est plus difficile parce que je crois que vous expliquez bien, les esclaves étaient castrés. Oui, alors pour la période
Nous parlons de quelle traite? La traite des arabo-musulmans? La traite des arabo-musulmans, oui. Aux dépens des Européens. Aux dépens des Européens et des Africains, oui, c'est vrai que c'est... Ah non, les Africains, c'est une autre affaire. Là, pour le moment, je développe ce qui se passe aux dépens des Européens. En Méditerranée, oui. En Méditerranée. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que Jacques Hersch, grand spécialiste du Moyen-Âge, le professeur Jacques Hersch, qui a été un des maîtres à Nanterre, Jacques Hersch chiffrait pour la période avant l'expansion turque 1 million environ d'Européens enlevés par ces phénomènes de radia maritime. C'est énorme quand on pense que en France, il n'y a pas 60 millions d'habitants à l'époque. Il faut remettre les chiffres. Voilà, c'est ça. Alors donc, mais Hersch ne parle pas que des Français. Il parle des Espagnols, il parle des Français, il parle des Italiens, etc. Et sur 6 siècles. Ensuite, tout va basculer avec la période ottomane, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, nous n'avons pas de chiffres exacts, et là, il y aurait un domaine de recherche, j'en ai déjà parlé, il faudrait vraiment que de jeunes historiens se mettent à travailler là-dessus, parce que nous avons tout de même des sources qui sont très intéressantes et très importantes, qui sont les sources des ordres missionnaires de rachat, parce que existaient 2 ordres missionnaires de rachat, les mercédaires, donc les frères de la Merci. Notre-Dame de la Merci pour le rachat des captifs. Voilà, et les trinitaires, l'ordre de la Sainte Trinité, qui était chargé de racheter les esclaves. Donc c'était des ordres qui allaient quêter dans l'ensemble de l'Europe, auprès des gens fortunés et des moins fortunés, pour amasser des sommes leur permettant d'aller à Tripoli, à Alger, à Tunis, au Maroc. Et là, ils étaient gagnants-gagnants, parce que finalement, ils avaient des esclaves gratuits qui, en plus, pouvaient leur rapporter de l'argent grâce à une rançon, finalement. Ça vous fait penser, parce que vous ne pouvez pas penser à quelque chose qui se passe aujourd'hui. On est exactement dans le même système, avec ce que nous font les Turcs, par exemple. Je vous envoie les migrants et vous me donnez de l'argent, etc. Donc nous sommes dans la longue durée, n'est-ce pas, avec les mêmes procédés. Les mêmes procédés. Donc, par les archives de ces ordres de rachat, nous avons des éléments très intéressants. Parce que chaque mission qui partait sur place, ce qu'on appelait à l'époque en barbarie, donc dans l'actuelle Afrique du Nord, revenait avec les listes des rachats. Chaque pièce de monnaie était justifiée, n'est-ce pas? Alors nous avons des listes tout à fait intéressantes qui nous donnent l'âge des esclaves rachetés, leur temps de capture, leur lieu de capture, leur paroisse d'origine, etc., etc. Nous avons vraiment des renseignements tout à fait extraordinaires et qui n'ont jamais été exploités. Oui, c'est étonnant, ça. Pardon? C'est étonnant. Là, vous donnez une idée de thèse. Là, il y aurait. Alors, il y a eu bien sûr quelques ouvrages qui ont été faits d'une manière fragmentaire, mais il n'y a pas la grande œuvre. Une grande œuvre du temps où il y avait un doctorat d'État, c'était un magnifique sujet de doctorat d'État. Aujourd'hui, avec ces tout petits doctorats actuels, c'est difficile de le faire. Parce que c'est un sujet il aurait fallu aborder dans sa totalité. C'est-à-dire reprendre l'ensemble de ces archives, parce que ces archives ne sont pas uniquement en France, elles sont également en Espagne, parce que ces ordres avaient des antennes un peu partout dans les pays d'Europe. Donc, il y a un magnifique travail à faire qui permettrait de donner non pas une quantification exacte, mais déjà une approche. Alors, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Je prends une seule expédition, une expédition qui rentre d'Alger en 1752, avec les pères de la Merci qui racontent exactement ce qui s'est passé, et qui reviennent avec 450 rachetés. Mais ils nous disent qu'ils ont laissé derrière eux plusieurs dizaines de milliers d'esclaves qu'ils n'ont pas pu racheter. Donc nous avons des volumes qui sont considérables. Oui. Alors quand Madame Taubira nous dit que seule la traite européenne doit être condamnée, au point de vue historique, cela fait hérisser les cheveux sur la tête, dresser les cheveux sur la tête. Alors la traite arabo-musulmane s'exerce sur les Occidentaux qui sont,
On imagine un petit village au bord de la mer qui se fait razzier sans préambule. L'île de Porquerolles qui va être razziée sous Louis XIV. La dernière razzia en Corse a lieu dans les années 1800 et quelques, où tout un village côtier est enlevé. Des zones entières sont enlevées. Pourquoi l'Espagne, dans les années 1500, va-t-elle conquérir Oran, les presidios de Ceuta, Melilla et Mersa-el-Kébir? Tout simplement pour essayer de tuer à l'origine cette traite, parce que après la Reconquista, des expéditions esclavagistes sont lancées depuis l'Afrique du Nord aux dépens du littoral espagnol. Et dans la région d'Alicante, de Malaga, etc., ce sont des milliers de civils qui sont enlevés. Donc les Espagnols vont essayer de s'installer au sud pour tenter de bloquer cette traite. Donc le littoral européen va être une zone de danger jusqu'à l'époque de Napoléon. Voilà. Et alors après, il y a la conquête d'Alger et de ce qui deviendra l'Algérie. Mais vous dites dans une note que ça n'était pas sans rapport avec l'esclavage. La conquête d'Alger ne se fait pas par la conquête de l'esclavage. Lorsque la conquête d'Alger se fait, la traite algéroise est terminée depuis une quinzaine d'années. Il va y avoir quelques individus qui vont être libérés. Donc, en fait, le grand tournant va se produire juste après l'indépendance des États-Unis. Parce qu'après l'indépendance des États-Unis, va avoir lieu the Barbarian War, c'est-à-dire la première guerre étrangère américaine. Oui, c'est très amusant. Une guerre contre Tripoli. Tripoli qui est la principale base de razzia des esclaves, et les marins américains sont capturés. Et les Américains vont décider d'intervenir, et la première expédition après l'indépendance des États-Unis va se faire aux dépens de Tripoli, et la marine américaine va couler complètement la flotte esclavagiste, la flotte de razzieurs de Tripoli et de Tunis. Au même moment, nous allons assister ensuite à la prise de contrôle véritablement maritime de la Méditerranée et au reflux turc. Donc disons que à partir des années 1800-1805, en dépit de quelques réseaux marginaux, cette affaire est terminée en Méditerranée. Donc la conquête de l'Algérie ne se fait pas pour lutter contre l'esclavage, elle se fait pour d'autres raisons. Qui sont pour vous des raisons de politique intérieure, j'ai l'impression. Oui, de diverses raisons. Françaises, de politique française. C'est trop long d'évoquer ici. Et quant au Maroc, la traite marocaine a été officiellement abolie auparavant. D'accord. Alors, venons-en à la traite interafricaine, en fait, qui est aussi très importante, qui va durer des siècles, qui est celle qui dure le plus longtemps. La traite arabo-musulmane aux dépens de l'Afrique. Voilà. Voilà. Alors donc, cette traite va démarrer quasiment au même moment que la moisson berbère, avec 1 ou 2 siècles de décalage. Et elle va se faire sur 2 zones, à la fois l'Orient, le Haut-Nil, le Soudan et l'Afrique orientale, et le monde sahélien. Le monde sahélien à travers les grandes caravanes du commerce transsaharien. Et cette traite va durer, disons, jusqu'à la conquête coloniale, avec des formes plus ou moins diverses et avec une accélération à la fin du XVIIIe et au XIXe. C'est la colonisation qui met fin à l'esclavage, en fait, à cet esclavage-là. La colonisation va mettre fin à l'esclavage, et surtout, elle va mettre fin aux grands empires esclavagistes, qui sont des empires djihadistes peuls, qui se développent du Sénégal jusqu'au lac Tchad, et au-delà du lac Tchad, et qui vont être détruits par la colonisation. Alors, il est tout à fait intéressant de voir qu'aujourd'hui, nos jeunes camarades de Barkhane combattent très exactement là où s'est opéré au moment de la conquête coloniale la lutte de nos grands anciens contre les esclavagistes. Et aujourd'hui, une des clés de compréhension des événements qui se passent dans cette bande sahélo-saharienne et l'explication des combats qui se font entre les divers groupes, les diverses ethnies,
Bien, c'est que nous sommes dans la succession, dans l'héritage, dans la continuité, dans la longue durée de ce qui se passait à la veille de la colonisation, quand les grands djihad peuls réduisaient en esclavage les Bambara, les Dogons, les Songhai, les Soninké, etc. Oui, en fait, les Peuls sont devenus étaient esclavagistes et sont devenus djihadistes. C'est ça qu'on pourrait dire. Tous. Non, attention, ne disons pas les Peuls. Non, parce que non, une partie des Peuls. Les grands empires esclavagistes du 19e étaient des empires Peuls ou apparentés aux Peuls. Dans les tout couleurs qui sont des métis de Peuls. Et tous ces grands empires, celui d'Amadou, celui d'El Hadj Omar, etc., ces grands empires ont dévasté toute la zone sahélo-saharienne, du Sénégal, du Haut-Sénégal jusqu'au lac Tchad. Et ces empires étaient des empires qui avaient été constitués par une partie des Peuls. Je ne dis pas par tous les Peuls, par une fraction des Peuls. Et il y a les Touaregs qui ont aussi leur rôle. Les Touaregs étaient au nord. Les Touaregs étaient bien sûr partie prenante dans ce commerce des esclaves. Et les Touaregs étaient également les intermédiaires parce qu'ils contrôlaient les pistes sahariennes. Alors les Touaregs au nord, les Maures à l'ouest et les Peuls au sud. Oui. Alors, et ça, c'est pour la partie à l'ouest du lac Tchad. Parce qu'à l'est du lac Tchad, il y avait d'autres réseaux esclavagistes qui, eux, aboutissaient en Égypte et qui ont dévasté toute une partie de l'actuel Darfour, toute la partie est de l'actuel Tchad et tout le nord de l'actuelle République centrafricaine. Et au fond, c'est toujours la route vers Tripoli qui existe aujourd'hui, finalement. Oui, c'est la route vers Tripoli. Oui, votre question est très intéressante parce qu'aujourd'hui, si l'on prend l'axe des migrations qui se font depuis cette région jusqu'en Méditerranée, c'est l'axe de Tripoli. Nous sommes toujours dans cette région. Pour une raison très simple, c'est que il n'y a pas d'État. Tandis que du côté du Maghreb, il y a des États qui peuvent quand même empêcher ce mouvement. Tandis que la Libye est vide d'État, c'est l'anarchie. Et en plus, géographiquement, si vous voyez une carte, vous voyez que Tripoli se situe plus au sud que le Maghreb. Ce qui fait que la route vers le monde sahélien est beaucoup plus courte que les routes qui partent à travers le Sahara à l'ouest. Oui. On marche moins longtemps, mais on marche quand même, et ces caravanes étaient redoutables pour les futurs esclaves, finalement. Les pertes étaient considérables. Là encore, on ne peut pas donner de chiffres exacts, nous n'avons que des estimations. Nous avons des estimations grâce aux premiers voyageurs européens qui ont pu voir ces caravanes, qui ont pu les suivre, et qui nous donnent des chiffres qui sont absolument apocalyptiques. Les pertes en route sont considérables. Alors déjà, les pertes au moment de la capture, parce que ces captures se font par la voie de guerre. Donc les villages sont massacrés, pillés, brûlés. Les survivants sont emmenés en esclavage et tout au long de cet axe qui prend des semaines, les gens meurent, les plus faibles meurent. Ce qui fait que la valeur de l'esclave qui arrive sur la Méditerranée a beaucoup plus de prix, va avoir d'autant plus de prix. Et alors, vous disiez aussi que les esclaves étaient obligatoirement castrés, que c'était une opération extrêmement lourde. Non. Ceux réservés au harem. Oui, ils étaient... la différence entre la traite européenne à destination des plantations de l'Amérique et la traite arabo-musulmane, la principale différence, c'est que les Européens cherchaient des hommes en état de travailler sur les plantations, alors que les arabo-musulmans cherchaient des femmes et pour les harems et des jeunes garçons pour devenir soit les mignons, soit les eunuques. Alors, nous avons là, sur la question... Soit les janissaires, peut-être. Pardon ? Soit les janissaires, aussi. Ah non, c'est les Turcs. Ah non, il n'y a jamais eu de noirs janissaires. Jamais. Jamais. Le phénomène janissaire est un phénomène très racial. Non, les janissaires étaient capturés uniquement chez des Blancs.
Les janissaires venaient uniquement des nous sommes chez les Turcs, nous sommes plus des arabo-musulmans. Les janissaires étaient capturés dans les Balkans, étaient capturés dans le Caucase, c'était uniquement des blancs. Il n'y a jamais eu un noir chez les janissaires. Donc j'en reviens donc au sud. Donc au sud, là, si vous voulez, pour la question des eunuques, sur laquelle je n'ai pas travaillé, je m'en remets à Chebel, qui lui Malek Chebel a travaillé sur la question. Donc je cite ces chiffres, je m'efface derrière Chebel pour tout ce qui est les eunuques. Oui, avec des morts en pagaille, parce que l'opération a échoué. Il y avait des régions d'Afrique au sud du Sahara qui étaient spécialisées dans, entre guillemets, cette opération, la fabrication des eunuques, notamment le Bornou. Et d'après les premiers témoins européens qui sont arrivés en se camouflant dans les caravanes pour voir ce qui se passait, en risquant leur vie bien sûr, d'après eux, un jeune garçon sur 100 survivait. Oui, carrément. Ce qui fait que le prix de l'eunuque était excessivement élevé dans ce monde du Moyen-Orient. Bon, c'est épouvantable. En tout cas, la traite arabo-musulmane était extrêmement dure et apparemment quand même, les hommes et les femmes razziés n'avaient pas le droit de se reproduire. Ou entre eux. Ou entre eux. Mais comment se fait-il que on ait la traite occidentale, les résultats de la traite occidentale existent toujours dans les Caraïbes, au Brésil, etc. Alors que on n'a pas rien de tel pour justement parce que les hommes étaient émasculés et parce que il était interdit de se reproduire. C'est ça. Et ceci date du tout début parce que ceci date de la révolte qu'on appelle la révolte des Zenj qui a lieu en Irak au IXe siècle. Au IXe siècle, les Irakiens avaient importé des dizaines de milliers d'esclaves noirs pour travailler la terre dans la région. Et a eu lieu une révolte absolument terrible qu'on appelle la révolte des Zenj qui va durer 20 ans. Et les derniers révoltés noirs vont se trouver être isolés dans les marais de la région et vont être massacrés. Donc à partir de ce moment-là, les orientaux vont décider de ne plus laisser se développer un peuplement noir dans leur zone. Et c'est à partir de ce moment-là que les nouvelles pratiques se mettent en marche. Oui, alors que dans la traite occidentale, si vous voulez, nous sommes dans un monde économico-libéral, entre guillemets, et il faut des travailleurs. Donc à la limite que les esclaves se reproduisent, pour les esclavagistes et les maîtres de plantation, tant mieux, ça fera de nouveaux bras. C'est ça en moins à aller chercher, quoi. Voilà. Pardon ? Oui, c'est ça en moins à aller chercher. Bon, tout à fait. Bernard, on a beaucoup de messages et je crains qu'on n'ait pas le temps de tous les lire, mais apparemment les auditeurs de Radio Courtoisie réagissent à votre émission et j'en suis heureux. Bonsoir Monsieur l'abbé, si on relit Jules Verne dans l'Archipel en feu, on voit des marchands grecs sans scrupules participer à la traite organisée par les Turcs. Je ne pense pas que cela soit une pure fiction. Excellente émission, bien courtoisement. Oui, c'est évident que les marchands n'avaient pas beaucoup de scrupules. Allô ? Oui, pardon ? Voilà, c'est évident que un auditeur souligne que dans Jules Verne, les marchands grecs participent à la traite organisée par les arabo-musulmans. Oui, mais les Grecs qui sont turcs à l'époque. Voilà. D'ailleurs, c'est ça. On voit des marchands grecs sans scrupules participer à la traite organisée par les Turcs. Effectivement, les Grecs dépendaient de la Turquie. Et parmi les plus grands esclavagistes, les frères Barberousse étaient grecs. C'était des renégats grecs, des Grecs convertis à l'islam. Ils étaient vrai que les Barberousse, ils étaient roux aux yeux bleus, aux yeux verts.
Et parmi les principaux capitaines de course en Méditerranée, Barberousse. Absolument, c'est eux qui ont été les trois frères Barberousse qui ont permis la conquête turque de l'actuel Maghreb et qui ensuite ont été à l'origine de la République esclavagiste corsaire d'Alger. Oui. Autre message. Bonsoir Monsieur l'abbé. Est-il vrai que les chevaliers de Malte rachetaient des esclaves aux Ottomans sur les marchés d'Alger? Non. Les chevaliers de Malte, s'ils étaient arrivés sur un marché, auraient été massacrés. Les chevaliers de Malte, eux, faisaient la guerre. Les chevaliers de Malte étaient sur leur bateau et ils faisaient la chasse aux navires barbaresques. C'était des guerriers. Ceux qui rachetaient, c'était deux ordres dédiés au rachat, les trinitaires et les mercédaires. Oui. Rebonsoir Monsieur l'abbé. Une question sur un détail destiné à Monsieur Lugan. Est-il vrai que, fait notable dans le monde musulman, l'esclavage a été aboli en Tunisie par le bey Ahmed Ier en 1846, soit 2 ans avant la France? Oui, mais la traite, oui, probablement. Mais il a continué dans le sud. Pour aller dans le sens de votre invité, je conseillerais de relire la nouvelle de Mérimée, Tamango. Ah oui, Tamango, bien entendu. La nouvelle de Prosper Mérimée, Tamango, qui raconte, alors que c'est extraordinaire, qui raconte comment un chef esclavagiste noir africain du littoral, se fait capturer par les esclavagistes européens, mis en cale avec les Africains qu'il a vendus aux Européens, et il organise la révolte à bord du bateau, il tue l'équipage européen, et comme ils ne savent pas naviguer, le navire coule. Oui, c'est une superbe nouvelle de Prosper Mérimée, Tamango, qui est un grand classique. Donc il faut lire votre ouvrage, dont je rappelle les coordonnées: Esclavage, l'histoire à l'endroit, par Bernard Lugan aux éditions de l'Afrique réelle, et qu'on trouve facilement sur Internet, sur le www.bernard-lugan.com, le site de Bernard Lugan, ou bien directement à l'Afrique réelle, boîte postale 45 42 360 à Panissière, contre 32 €, port Colissimo compris. Très bien. Donc, il faut lire votre livre et il faut lire éventuellement Tamango de Prosper Mérimée. Tamango, c'est une nouvelle de 15 pages. Hein. Oui, mais justement. C'est une petite nouvelle de Mérimée qui fait une vingtaine de pages. Bon. Monsieur Lugan évoque-t-il aussi l'esclavage dans la Corne de l'Afrique, le golfe d'Aden autrefois, connu sous le nom de golfe de Berbera, souvent passé sous silence? Bien sûr, et j'ai un chapitre entier qui est consacré à cela, et également, nous n'avons pas parlé à l'île de Zanzibar, qui présente une caractéristique tout à fait intéressante. L'île de Zanzibar, avec les Zanzibarites, donc qui sont des Yéménites, et qui a dévasté toute la partie orientale de l'Afrique jusqu'à la cuvette du Congo, nous donne une originalité, c'est que nous avons des chiffres là, parce que le sultan de Zanzibar tirait ses rentes des taxes prélevées sur les esclaves. Et par esclave qui débarquait à Zanzibar, les capitaines des boutres arabo-musulmans devaient verser une pièce d'argent, le thaler de Marie-Thérèse. Et le sultan de Zanzibar avait un corps de fonctionnaires qui permettait de relever cet impôt, cette taxe. Donc, par les archives de Zanzibar, nous savons que sur 40 ans, il y a eu 1 200 000 esclaves vendus sur le seul marché de Zanzibar, entre les années 1820 et 1850-1860. Zanzibar qui était une des 3 routes de l'esclavage en Afrique, de l'esclavage arabo-musulman. Une des routes. Et là, nous avons les travaux de mon regretté ami Jacques Marissal, qui a soutenu sa thèse sur cette question dans les années 1980-90. Il y a le personnage de Tipo-Tip à Zanzibar. Tipo-Tip, c'est cela, c'est la traite de Zanzibar. C'est la traite de Zanzibar, Tipo-Tip, qui a d'ailleurs laissé ses mémoires
qui ont été publiés par François Bontinck et qui... J'avais envie d'en lire quelques extraits de ce que vous publiez pour montrer la bonne conscience de l'esclavagiste moyen. Oui, la bonne conscience de l'esclavagiste zanzibarite moyen, oui, je publie cela, effectivement. Mais je lis, si vous voulez bien, pour les auditeurs. Il n'y a pas de manque de dignité à passer du joug abominable d'un tyran nègre sous la tutelle protectrice d'un arabe auquel sa religion commande la bienveillance et la justice. Nous sommes très fraternels pour les nègres puisque nous élevons nos enfants avec les leurs et plus paternels assurément que vous autres avec vos laquais. C'est un texte destiné à... Ce sont les mémoires de Tippu-Tip qui ont été recueillis par c'est l'autobiographie Jérôme Becker, par un de ses amis qui était consul d'Angleterre, je crois, et qui l'a interrogé. Tippu-Tip, après avoir pendant 50 ans dévasté toute la cuvette du Congo, a jugé plus utile de se replier à Zanzibar quand les premières missions belges sont arrivées et ont commencé à repousser les Zanzibarites et les esclavagistes. Alors il a vécu très vieux à Zanzibar et il a eu le temps là de raconter sa vie, qui a été publiée en Belgique à l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique, autobiographie de Ahmed El Mourjebi et El Tippu-Tip. Texte sur lequel évidemment j'ai beaucoup travaillé. Autre petit extrait, la traite existe toujours à l'intérieur et c'est l'Africain même qui ne veut pas qu'on la supprime. Ouais, témoignage d'un esclavagiste de témoignage musulman. De Tippu-Tip. Ouais. C'est un texte du 19e siècle. Hein. Mais c'est un texte redoutable. C'est un texte redoutable, oui, tout à fait. Qui montre qu'il ne faut pas lire l'histoire avec... C'est un texte que Mme Taubira aurait dû lire avant de faire voter une loi hémiplégique ne condamnant que les Européens. Un dernier message. Bonsoir Monsieur l'abbé, l'étymologie du mot esclave, c'est-à-dire slave, devrait aussi nous rappeler une réalité totalement oubliée, celle des slaves païens des Balkans, vendus sur les quais de Venise ou autres et embarqués pour l'Orient ou l'Andalousie. Il paraît qu'une des étapes de ce triste commerce des temps carolingiens passait par Verdun, où les malheureux subissaient la castration dans, paraît-il, des officines tenues par des juifs. Comme quoi, toutes les communautés ont trempé dans ces sordides trafics. Oui, effectivement, c'est une réalité. Si nous parlions de la traite occidentale, parce qu'il ne nous reste que 10 minutes... Oui. Allez-y. Non, parce que là, nous avons parlé de la traite africaine, mais il y a toute la traite qui va se faire vers les Amériques, qui est la traite européenne. Et là, on a des chiffres très précis. Oui, et puis surtout, ce qui est intéressant, surtout le grand apport de l'historiographie de ces dernières années, il y a des travaux de Petregonouillot, etc. Le grand apport, c'est de montrer que cette traite s'est faite en association étroite avec les Africains. Parce que s'il n'y avait pas eu les partenaires et les associés africains, les Européens n'auraient jamais pu trafiquer les esclaves. Les Européens n'ont jamais chassé l'esclave à l'intérieur du continent. On peut dire que 98 ou même 100% de la capture des esclaves, sauf peut-être les quelques premières années au début du XVIe siècle dans la région de Mauritanie, les captures ont été faites par des Africains qui revendaient ces esclaves à d'autres Africains qui, eux, étaient sur le littoral et les revendaient aux Européens. Vous donnez un chiffre effrayant, 98% des esclaves destinés à la traite atlantique ont été chassés par des populations noires, en fait. Absolument. Et d'ailleurs, je cite le superbe texte des évêques africains. Ah oui. Merci au symposium de Dakar, disant mais avant d'attaquer les Européens, commençons par balayer devant notre porte, car ce sont nos ancêtres qui ont vendu leurs frères aux Européens. Ceci est fondamental. Ce texte est essentiel, je le cite dans mon livre. Je vais le retrouver parce que je l'avais souligné. En attendant, moi j'ai été 2 ans au Gabon
Et au Gabon, encore aujourd'hui, il y a, je ne dis pas lesquelles, mais il y a les tribus esclavagistes et les tribus esclavagisées par... Bien sûr. Et ça, dans un pays aussi pacifique, je veux dire, à l'échelle de l'Afrique qu'est le Gabon, ça reste une blessure. Mais tout le monde le sait, cela, en Afrique. Il n'y a que les indigénistes et les culpabilisateurs qui l'ignorent ou qui veulent l'ignorer. C'est une réalité qui se retrouve au Dahomey, qui se retrouve dans tous les pays. Quand vous connaissez un peu l'Afrique, tout le monde va vous dire, mais voilà, nous sommes d'une tribu esclavagiste. Ça a changé, hein, les rôles pouvaient changer. Nous sommes d'une tribu qui a été radiée. Quand vous allez aujourd'hui dans le monde sahélien, les Bambara ont été radiés. Pourquoi les Bambara vont-ils être les premiers à fournir les tirailleurs sénégalais à l'armée française? Parce que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas sénégalais, c'est des Maliens, c'est des Bambara. Tout simplement parce que quand l'armée française arrive au XIXe siècle, les dernières luttes des païens Bambara contre les esclavagistes musulmans datent de quelques années. Et c'est pour se venger de leurs razzieurs que ces hommes vont s'engager dans l'armée française et vont fournir ces unités de tirailleurs qui vont permettre la conquête jusqu'au Tchad. Donc c'est une réalité qui est parfaitement... Oui, c'était pas du tout une trahison de leur... Ça, c'est important de le souligner. C'était pas une trahison de leur cause, finalement, pour des motifs financiers ou autres. C'était vraiment la poursuite d'une lutte. C'est la résistance. Les derniers résistants animistes à la conquête musulmane, donc esclavagistes, ce furent les Bambara, les royaumes Bambara, de Ségou, etc. Et quand se fait la colonisation française, cette résistance s'est terminée il y a quelques années à peine. Donc les souvenirs sont très frais. D'ailleurs, aujourd'hui, ces souvenirs, je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, expliquent une grande partie des engagements et des choix dans les divers camps dans la guerre du Sahel. Oui, c'était passionnant ça. J'ai retrouvé la déclaration des évêques africains qui étaient réunis à Gorée d'ailleurs au mois d'octobre 2003. À Gorée, qui n'a jamais été un centre esclavagiste d'ailleurs. Vous faites une mise au point là-dessus, allez-y. Ouais. Oui, parce que Gorée est le symbole de l'esclavage pour eux. Oui, la maison des esclaves a été construite après l'abolition et elle appartenait à une métisse. Et ce qu'on appelle les geôles pour les esclaves, c'était les entrepôts de la maison. Bon, c'est une imposture, mais qui a été mise en évidence par le conservateur du musée de Dakar et par le père de Benoît. Ceci est parfaitement établi scientifiquement. C'est passionnant. Je lis la déclaration des évêques africains parce qu'elle est belle. Enfin, je le trouve belle. Oui, elle est très belle. Commençons donc par avouer notre part de responsabilité, disent les évêques africains, dans la vente et l'achat de l'homme noir. Nos pères ont pris part à l'histoire d'ignominie qui a été celle de la traite et de l'esclavage noir. Ils ont été vendeurs dans l'ignoble traite atlantique et transsaharienne. Donc aucune des traites n'est oubliée. Oui, voilà ce que Madame Taubira aurait pu mettre dans sa loi, n'est-ce pas? Et que les lemmings députés qui ont voté, droite compris, s'ils n'avaient pas été tétanisés par la peur ou par la bien-pensance, auraient pu rappeler. Alors, il reste une question avant la fin de cette émission, c'est est-ce que quand même l'Europe n'a pas profité outrageusement de l'esclavage pour finalement tirer de la substance de l'homme africain sa révolution industrielle? Oui. Alors là c'est le grand postulat marxiste des années 1930, disant que la révolution industrielle européenne s'est faite sur les profits de la traite. C'est un postulat qui n'a jamais été vérifié. Et si l'on raisonne par l'absurde, comment se fait-il que la France, qui avait un commerce colonial plus important que le commerce anglais au XVIIIe siècle, n'ait pas fait sa révolution industrielle au XVIIIe? Pourquoi l'a-t-elle faite, cette révolution? Mais pas à La Rochelle, pas à Bordeaux, pas au Havre et pas à Nantes, mais dans l'est de la France, là où il y avait les mines de fer et de charbon. Si cela était vrai, le Portugal, qui détenait 50% de la traite dans l'Atlantique Sud, n'a jamais fait sa révolution industrielle, il aurait dû la faire.
et le Portugal étaient au contraire un pays du quasi-tiers-monde il y a encore 40 ans en Afrique. Et que dire des révolutions industrielles des pays qui n'ont jamais pratiqué l'esclavage? La Suède, l'Allemagne, l'ancienne Tchécoslovaquie, etc., etc. Donc là, nous sommes un postulat qui est complètement détruit par la connaissance scientifique. Alors, les historiens britanniques, qui sont souvent des historiens économistes très intéressants, ont publié de remarquables études que je cite abondamment dans mon livre, montrant que les capitaux tirés de la traite de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, investis dans la révolution industrielle, ont représenté 0,11% du volume des capitaux globaux. Donc, oui, les chiffres sont hallucinants. La traite a enrichi des Anglais, c'est vrai. La traite a enrichi des Français, c'est vrai. Mais la traite n'a pas enrichi l'Angleterre et n'a pas enrichi la France. Eh bien, ce sera peut-être votre dernier mot, encore qu'il y a encore des messages d'auditeurs qui viennent d'arriver. Excellente émission, on se régale, merci, ça c'est pour vous, Bernard Lugan. Bonsoir Monsieur l'abbé, Monsieur Lugan parle-t-il dans son livre de l'esclavage organisé par les Aztèques dans le cadre de sacrifices humains? Mais non, je ne parle pas des Chinois non plus, moi je reste sur le monde européen et africain. Vous restez sur ce que vous connaissez, c'est ce qui est extraordinaire. Je ne suis pas de la Mirandole, hein. Voilà, mais vous avez quand même pris la précaution de dire au début de cette émission que l'esclavage était une constante dans toutes les sociétés humaines. Je ne traite pas l'esclavage chinois non plus, c'est une autre question. Vous avez certainement rencontré, surtout le pourtour méditerranéen, des tours isolées qui servaient de guet pour prévenir l'arrivée des Turcs, au cri de Marna el-Turki. Tout à fait, partout, tout le littoral, aussi bien sur les Baléares, partout, de façon à prévenir les populations, alors soit par des signaux, par des tambours, soit par des trompettes ou des cornes de bélier, et les populations fuyaient immédiatement dans la montagne ou allaient se cacher dans les grottes. Et ceux qui n'avaient pas le temps d'aller se cacher étaient radiés. Mais ceci est resté très vivant dans les mentalités. Hein. Quand vous parlez sur le littoral avec des personnes un peu cultivées, etc., sortiront toutes les légendes, les contes, les souvenirs. C'est tout à fait... Je veux dire, la dernière razzia d'esclaves en Corse s'est produite dans les années 1808-1809. C'est hallucinant. Alors que c'est un Corse qui était à la tête de la France, d'ailleurs. Oui. Et n'oublions pas que nous avons retrouvé, quand nous avons conquis l'Afrique du Nord, nous avons retrouvé des jeunes officiers qui avaient été enlevés enfants et devenus soldats turcs et officiers turcs, et que nous avons retrouvés dans les armées face à nous, et qui ont réintégré ensuite notre armée, le fameux Youssouf, qui s'appelait Joseph Venturi, et qui, à l'âge de 6 ans, quitte l'île d'Elbe en bateau, envoyé par ses parents sur le continent, et entre l'île d'Elbe et le continent, il est capturé par des barbaresques, et il est envoyé à Tunis. Il devient serviteur du bey de Tunis, et il lui arrive extraordinaire. Il devient l'amant d'une des filles du bey de Tunis. Il s'échappe grâce au frère de Ferdinand de Lesseps, qui est consul de France sur la région, et il passe en Algérie où la France s'est installée, et il va devenir général d'Espagne. Bon, ce sont des histoires tout à fait intéressantes. Oh, c'est passionnant. Merci Bernard Lugan, vous écouterez jusqu'à plus soif, mais l'heure avance. Je voudrais quand même redire comment se procurer votre ouvrage, qui est d'une importance extrême, je pense, dans les circonstances actuelles et dans la politique d'aujourd'hui. C'est un ouvrage de réfutation complet de la doxa, de deux manières, soit par PayPal en venant sur mon blog www.bernard-lugan.com. Le titre, je le rappelle, c'est l'esclavage histoire à l'endroit. L'esclavage histoire à l'endroit. Soit en m'écrivant à l'Afrique réelle, boîte postale 45 42 360 à Panissière, P-A-N-I-2-S-I-E-R-E-S, contre la somme de 32 €, port colissimo compris.
Et donc l'écriture, je trouve, est très très précise. Ça c'est bien. Et il y a également les cartes qui montrent que vous connaissez votre sujet. Comme d'habitude dans tous mes livres, j'ai de nombreuses cartes, comme je suis cartographe également. Donc une des originalités de mes livres, c'est qu'ils sont tous illustrés de nombreuses cartes. Et là, donc celui-là ne fait pas exception. De très belles cartes en couleur qui permettent de comprendre, visualiser immédiatement ou une douzaine de cartes qui permettent de comprendre immédiatement la situation, qui permettent de voir quels étaient les royaumes esclavagistes africains associés aux Européens, qui permettent de voir quels étaient les grands axes des caravanes à travers le Sahara, qui permettent de voir quelles étaient les grandes zones du nord de l'Afrique d'où partaient les raids barbaresques en direction de l'Europe, etc., etc. Merci Bernard Lugan et j'espère à très bientôt. En tout cas, merci de ce que vous faites. Un grand salut aux auditeurs de Radio Courtoisie. À bientôt. Merci.